Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Windows Server 2012 et SQL Server 2012. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre série de formations. On va parler bien sûr de notre volume sur la virtualisation. On avait fait une présentation sur la virtualisation sous Windows Server 2012 et j'ai bien expliqué comme quoi il faut un hyperviseur pour communiquer entre les machines virtuelles et la couche d'abstraction hardware. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer l'hyperviseur. Bon, en fait, l'hyperviseur, je l'ai déjà créé, mais je vais vous montrer comment on crée l'hyperviseur. C'est très simple. Alors, donc sans trop tarder, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est on avait vu c'est quoi l'architecture de la virtualisation, c'est quoi la virtualisation type 1 et la virtualisation type 2. On a bien vu que le type 1 c'est le plus important parce que c'est le type 1, c'est là où on crée l'hyperviseur et qui nous permet de créer donc des machines virtuelles qui communiquent avec la couche d'abstraction hardware. Comme je parle de couche d'abstraction hardware, ça veut dire donc le disque dur, la carte réseau, la carte mère, le processeur, les bytes mémoire. Donc on avait vu donc ici ça c'était en fait le type 2 parce qu'en fait le type 2 c'est le système l'OS qui joue le rôle d'intermédiaire. Par contre le type 1 c'est l'hyperviseur, comme vous voyez, c'est l'hyperviseur qui joue le rôle d'intermédiaire et c'est là ce sont des machines virtuelles et ça c'est la couche hardware de l'ordinateur physique, du serveur physique qui contient les machines virtuelles. Donc sachez que bien sûr pour créer donc un serveur physique, vaut mieux allouer le serveur rien que pour la virtualisation parce que quand on crée des machines virtuelles, ça nous demande beaucoup d'espace mémoire et de stockage. Pour créer donc l'hyperviseur qui est là, donc comme j'ai dit, c'est une technologie qui n'est pas propre à Microsoft, mais c'est une architecture générale. On peut retrouver l'hyperviseur sur VMware et l'hyperviseur de VMware c'est l'ESX. D'accord. Par contre, pour Microsoft, on l'appelle l'Hyper-V. L'Hyper-V. Donc, le rôle qu'on va installer, c'est l'Hyper-V. Quand on va installer le rôle Hyper-V, automatiquement, l'hyperviseur va être créé et qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre les machines virtuelles et la couche hardware. Alors, comme j'ai dit, donc pour le serveur, en fait, la configuration, les préconfigurations nécessaires requises pour avoir un serveur de virtualisation, un serveur physique qui permet de stocker des machines virtuelles, il faudrait en fait que tout simplement qu'on ait un processeur adapté à la virtualisation. Actuellement, toutes les machines de nouvelle génération sont adaptées à la virtualisation. Et bien sûr que le BIOS soit configuré pour accepter la virtualisation. Donc le BIOS, tout simplement dans le BIOS quand on rentre, il suffit tout simplement d'aller dans l'option de virtualisation et de cocher l'option de virtualisation pour que la machine puisse créer donc l'hyperviseur ou l'Hyper-V. Comme j'ai dit, donc en fait les prérequis actuellement pour les nouvelles générations, bien sûr il nous faut des mémoires un petit peu assez élevées, parce que en fait plus on crée des machines virtuelles, plus on a besoin de consommation mémoire, plus on a besoin d'entrée-sortie assez rapide. Donc un serveur de virtualisation doit avoir donc des mémoires assez solides et des entrées-sorties assez rapide pour alléger la bande passante. Donc on va commencer à créer ensemble l'hyperviseur. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. On passe vers le gestionnaire du serveur, tout simplement. Dans le gestionnaire du serveur, comme vous voyez là, j'ai déjà créé l'hyperviseur, le rôle Hyper-V. Mais je vais vous montrer tout simplement comment on le crée en général. C'est très très simple. Très très simple, vous pouvez le créer vous-même. Donc on passe vers Gérer. Ajouter des rôles et fonctionnalités. Dans ajouter des rôles et fonctionnalités, bien sûr, on a le wizard ou la fenêtre qui s'affiche. On fait suivant. Encore une fois, suivant. Et là, on a en fait la machine où je voudrais créer mon hyperviseur. En fait, la machine là, je l'ai nommée hyperviseur. Vous pouvez nommer un autre nom. Mais de toute façon, ça c'est l'adresse IP de la machine là où je voudrais créer l'hyperviseur. C'est-à-dire où je voudrais créer le rôle Hyper-V qui va me permettre de créer donc l'hyperviseur qui va jouer le rôle, comme j'ai dit, de communicateur entre les machines virtuelles et la couche hardware. Je fais suivant.
Donc là, en fait, dans les rôles, vous allez trouver une option à cocher. Bon, j'ai déjà coché ici le rôle Hyper-V. En fait, j'ai déjà en fait installé le rôle parce que ça nécessite un redémarrage après. Donc si je installe et je fais suivant, je vais devoir redémarrer l'ordinateur et là je vais devoir en fait faire une autre vidéo parce qu'en fait le capteur vidéo va s'éteindre. Donc là, je vous montre juste comment créer le rôle Hyper-V. Vous faites juste un suivant et ainsi de suite. Donc vous continuez, bien sûr, suivant, vous continuez et l'hyperviseur s'installe automatiquement. Donc vous voyez, le rôle Hyper-V, c'est très simple à créer. Très simple à créer. Donc tout simplement, on passe vers gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Dans ajouter des rôles et fonctionnalités, on a le rôle Hyper-V. Bien sûr, on sélectionne la machine virtuelle, la machine physique sur laquelle on va installer l'hyperviseur. Une fois qu'on sélectionne la machine physique ou le serveur physique qui va jouer le rôle de serveur de virtualisation, ce serveur physique, on va installer dessus l'hyperviseur, c'est-à-dire le rôle Hyper-V. Et tout simplement, une fois que le rôle Hyper-V est installé, on redémarre la machine. Et voilà, l'hyperviseur est créé. Maintenant, la question, donc ça, on peut le créer via le gestionnaire du serveur, bien sûr. Le rôle Hyper-V, on peut aussi le créer via les commandes PowerShell. Donc la question, si par exemple on a l'option Core dans notre machine, c'est-à-dire qu'on a installé notre Windows Server sous l'option Core, imaginons. Vous souvenez-vous, donc je vous ai montré donc dans les volumes précédents comment on configure l'option Core, comment on configure l'option graphique pour Windows Server 2012 et comment on switch entre les deux options. Maintenant, imaginons qu'on a l'option Core ou imaginons que je voudrais créer en fait l'hyperviseur ou le rôle Hyper-V via la commande PowerShell. Alors tout simplement, via les commandes PowerShell, vous allez avoir tout simplement cette manipulation à faire. Bon, je ne pourrais pas faire via les commandes PowerShell là parce que déjà l'hyperviseur est créé, mais on va voir d'autres commandes PowerShell pour créer des machines virtuelles après. Donc on passe vers Install Windows Feature, Name Hyper-V, c'est-à-dire le rôle, le nom du rôle, Computer Name, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, sur lequel l'ordinateur on va installer l'hyperviseur, et bien sûr Include Management Tools, c'est-à-dire les outils de gestionnaire d'Hyper-V qu'on va intégrer bien sûr après pour pouvoir bien sûr installer des machines virtuelles. Et on fait Restart, tout simplement. Ok, donc rapidement on va aller vers l'installation. Avant de passer vers l'installation d'une machine virtuelle, je voulais vous dire en fait comme quoi donc il y a aussi ce qu'on appelle en fait un OS qu'on appelle Hyper-V Server ou serveur Hyper-V. Je vais, bien sûr, après la fin du volume, je vais mettre le lien de l'OS à télécharger. C'est un freeware. Donc, c'est un OS qu'on appelle serveur Hyper-V qui contient juste le rôle Hyper-V à installer. C'est-à-dire que l'OS Windows Server 2012 que vous pouvez télécharger en freeware, c'est-à-dire gratuitement, via le store Microsoft. Une fois que vous le téléchargez, vous pouvez donc installer juste le rôle Hyper-V et travailler pour installer des machines virtuelles dessus. Sinon, comme j'ai dit donc la dernière fois dans la présentation de la virtualisation se passe uniquement sur l'édition Data Center et Standard Edition. D'accord? Donc là maintenant on a installé l'Hyper-V. Donc voici le rôle Hyper-V qui est bien installé. Ce que je voudrais faire maintenant c'est installer des machines virtuelles. Une fois que le rôle Hyper-V est installé, on passe vers Outils. Ici on a le gestionnaire Hyper-V. Gestionnaire Hyper-V. Alors, dans le gestionnaire Hyper-V, je voudrais créer une machine virtuelle. Donc, je passe vers le nom de mon serveur physique. Et je fais Nouveau ordinateur virtuel, tout simplement. Nouveau ordinateur virtuel. Et là, quand je vais avoir Nouveau ordinateur virtuel, je vais un wizard qui s'affiche. Je fais Suivant. Et je donne le nom de mon ordinateur. Par exemple, je vais mettre machine ou A. Par exemple. OK, machine A. Donc, OK, suivant. Donc, bien sûr, soit je peux choisir soit génération 1 ou génération 2. Génération 1, c'est-à-dire que c'est la première génération de la virtualisation qui a été créée par Microsoft. Sinon, je pourrais choisir génération 2 qui contient un peu plus d'options, comme par exemple
l'option PXE qui permet de booter ou d'installer l'OS à distance. D'accord? C'est juste un choix que vous pouvez avoir. Donc génération 1, génération 2. De préférence, mettez génération 2 parce que ça contient un petit peu plus d'options dans la virtualisation sous Microsoft ou Windows. Suivant. Alors là, très important au niveau de la mémoire. Je vais m'arrêter un petit peu. Alors, la mémoire, c'est que on peut, donc, mémoire de démarrage, on peut utiliser une mémoire de démarrage fixe ou on peut utiliser une mémoire de démarrage dynamique. Le plus important, pourquoi moi j'opte pour utiliser la mémoire de démarrage dynamique parce que, en fait, imaginons par exemple, on va dire, on a trois machines qui démarrent par exemple sur une mémoire de démarrage de 2 gigas ou de 3 gigas, on va dire. Et sachant que j'ai dans mon ordinateur, dans mon serveur, juste 3 gigas de mémoire. Donc chaque machine démarre avec 1 giga. 1 giga, 1 giga, 1 giga. Imaginons qu'après après le démarrage, 1 giga, 1 giga, 1 giga, si je voudrais installer une quatrième machine virtuelle, je ne pourrais pas l'installer, je ne pourrais pas démarrer dessus. Je pourrais l'installer, mais pour démarrer dessus, pour booter sur l'OS, je ne pourrais pas parce que les 3 machines virtuelles démarrent chacune avec 1 giga et la mémoire de démarrage est de 1 giga, c'est-à-dire que chaque machine virtuelle démarre avec 1 giga, sachant que j'ai la totalité de 3 gigas. C'est-à-dire la quatrième machine pour démarrer avec une mémoire fixe de 1 giga, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on opte? Donc, dans ce cas-là, on opte pour une mémoire dynamique. Une mémoire dynamique, c'est-à-dire que là, vaut mieux utiliser la mémoire dynamique, c'est-à-dire que là, par exemple, je mets une mémoire démarrage de notre choix, par exemple 512. Si je mets 512, imaginons que j'ai les 3 machines, je mets donc 512, 512, 512. Et la quatrième machine, je pourrais démarrer parce que en fait, j'ai mis une mémoire dynamique, c'est-à-dire que là, que les machines vont en fait, si il y a une quatrième machine à démarrer, elles vont en fait libérer l'espace mémoire pour la quatrième machine pour qu'elle puisse démarrer. C'est-à-dire d'une façon dynamique. Elle ne va pas avoir des mémoires allouées d'une façon fixe. Donc, vaut mieux avoir donc allocation dynamique de la mémoire pour que les mémoires jouent entre les machines virtuelles, pour qu'il n'y ait pas de blocage. Hein. Parce que s'il y a un blocage, après, il y a ce qu'on appelle l'option pagination. La pagination, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par le disque dur pour prendre une partie de la mémoire du disque dur pour que les machines fonctionnent. Et ça, en fait, c'est au niveau de l'input-output, ça consomme et ça dérange. Vaut mieux ne pas passer par la pagination. Donc, vaut mieux allouer donc des mémoires dynamiques et bien gérer cette partie-là. Donc, allocation de mémoire dynamique et je mets une mémoire. L'idéal 512, c'est l'idéal pour ne pas déranger les machines virtuelles au niveau de la consommation mémoire et pour ne pas avoir de blocage input-output et ne pas devoir passer par la pagination. Ok. Donc je mets suivant. Bien sûr, ici je laisse pour le moment non connecté. Après, on va voir en fait comment ça se passe au niveau réseau. Au niveau réseau, je vais vous montrer. Donc on va faire comment créer des switches internes, des switches externes ou switches privés. Je mets suivant. Et là, je vais nommer mon disque dur, par exemple. Je vais nommer disque A. Je mets la taille de mon disque dur idéal. Je vais mettre juste 10 Go. Hein, c'est juste pour le test. Je mets suivant. Installer un système d'exploitation ultérieurement. Donc on va voir après comment installer le système d'exploitation. C'est assez simple. Je mets suivant. Et voilà, donc j'ai terminé mon installation de machine virtuelle. Je l'ai nommée, donc machine A, elle est bien installée. D'accord. Maintenant, essayons d'installer donc une autre machine, mais cette fois-ci via les commandes PowerShell. Une autre machine via les commandes PowerShell. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, je vais vous montrer en fait juste la commande PowerShell qui permet d'installer une machine virtuelle. C'est new VM name machine, on va dire par exemple machine B. Hein, memory startup byte, c'est-à-dire avec quelle mémoire ça démarre. Je vais mettre juste 256. Et new
VHD size byte, on va dire juste 15 Go de taille au niveau de virtual hard drive. Ok, tout simplement, on va prendre celle-là. New virtual machine, donc la commande PowerShell, c'est celle-là qu'on va utiliser. Donc new virtual machine, name, on va dire le nom c'est, allez, donc machine B. Ok. Alors, donc, on a dit au niveau de la taille, c'est on va voir memory startup byte size. Pardon. Donc, memory startup byte size. On va dire donc 256 MB. Ok. Et on a ici, c'est désolé. Donc, memory startup byte size. Et new VHD. New virtual hard drive. New VHD, on a dit donc new VHD size byte. Là, c'est size byte. Pardon. Startup size byte. Et ici, new VHD size byte, on va dire, allez, 15 Go. Ok, et je mets entrée. Il y a une erreur. Attendez. Ah, ouais, d'accord. Memory startup byte, c'est pas startup size byte, pardon. Memory startup byte. Et ici, donc, startup byte, memory startup byte et new VHD size byte. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous manque? New virtual machine, name. Alors, on va voir en fait la commande PowerShell. New virtual machine, on va dire name, machine, memory startup byte, new VHD size byte. Ah, donc, j'ai oublié le W là. Attendez. J'ai oublié le W. Donc ici, new VHD. Voilà, voilà. Donc ici, normalement, new virtual machine, name, machine B, memory startup byte. New VHD size. Ah, il y a deux B ici. Alors, vraiment, il faut faire attention juste avec les... Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mis la commande PowerShell. Donc, comme vous voyez, donc j'ai mis New Virtual Machine Name. Je vais nommer une nouvelle machine virtuelle que j'ai nommée machine B. Memory Startup Byte, New VHD Size Byte. Et là, donc, le path qu'on va utiliser, par exemple, c'est C2 points. On va dire, il faut nommer le fichier disque dur virtuel. On va dire machine B ou disque B. VHD. Voilà. Mon disque de VHD ou hard. Ok. Hard drive B.VHDX. Ok. Allez. Hard drive B.VHDX. Je mets ça. Et voilà. Donc, voilà, donc le schéma a été créé et la machine virtuelle a été créée. Maintenant, si je passe vers le gestionnaire du serveur, si je passe vers voilà, donc la machine B a bien été créée. Donc, comme vous voyez, donc j'ai créé une machine A via le gestionnaire du serveur d'une façon classique, outil, gestionnaire du serveur, clic droit ici, nouveau, tout simplement. Sinon, si on veut passer par les commandes PowerShell, bien sûr, c'est possible. On crée une machine virtuelle via les commandes PowerShell.
Voilà, donc rapidement, qu'est-ce qu'il nous reste encore? C'est l'installation de l'OS. Donc l'installation de l'OS rapidement, c'est très très simple l'installation de l'OS. Ok. Ok, donc l'installation de l'OS c'est très très simple. Je vais vous le dire rapidement. Tout simplement, on passe vers une machine, on fait se connecter. Bon, avant de faire se connecter, bien sûr, il y a les paramètres d'une machine virtuelle. Donc si on fait clic droit, il y a les paramètres. Et tous les paramètres sont là, c'est-à-dire c'est comme si on arrive à voir donc la configuration physique d'une machine virtuelle. Donc les mémoires qui sont allouées, le processeur, le disque dur qu'on a appelé disque A, la carte réseau bien sûr on a fait non connecté parce qu'on n'a pas encore connecté une carte réseau. Et tout ça c'est bien déterminé. Donc ici on peut dans le disque ici en fait donc le disque virtuel, processeur, mémoire, ça c'est en fait les paramètres d'une machine. D'accord? Donc processeur, mémoire, donc le matériel est là. Donc ici ce qu'on va faire, donc ça c'est pour la machine A. Sinon pour les paramètres de la machine B c'est pareil. Et si pour les paramètres de la machine B, parce qu'en fait, quand on a installé la machine A, on l'a installé donc sous le mode de nouvelle génération de virtualisation. Sinon, sous les commandes PowerShell, on a installé la machine B sous les anciennes modes de génération de virtualisation. Et là, on a le contrôleur IDE, c'est-à-dire le lecteur DVD. Le lecteur DVD, c'est là où je pourrais en fait installer mon image. On peut l'installer soit via le lecteur DVD physique. S'il y a un lecteur DVD physique au niveau de mon serveur, donc je coche ça et je mets donc mon DVD pour installer l'OS. Sinon, je prends un fichier image et j'ai déjà un fichier image ISO sur mon bureau, sur mon serveur physique. Je vais le chercher. Par exemple, j'installe le fichier image, voilà, donc Windows Server 2012 par exemple. J'ouvre et je mets appliquer tout simplement. Donc vous voyez, donc dans mon lecteur DVD, appliqué. Ok, donc je suis rentré d'abord dans les paramètres comme vous avez vu. Donc pour mettre en fait mon image ISO ou mon DVD, si j'ai un DVD physique, tout simplement. Et une fois que j'installe mon image ISO ou mon DVD, je mets se connecter, clic droit se connecter, démarrer. Et vous allez voir donc que le démarrage se passe exactement comme si ça boot vers, donc je mets mode plein écran et vous voyez donc ça boot vers mon image ISO. Une fois que ça boot, vous allez voir là ici Windows failed to start recent hardware software change might be. Il y a un problème au niveau de mon image ISO, mais si je mets Enter, ok. Ok, donc tout simplement, il y a juste un petit problème au niveau de mon image ISO. Donc un petit problème au niveau de mon image ISO. Sinon, si j'ai une image ISO qui est correcte, ça va démarrer, ça va booter et je vais lancer l'installation normale, exactement comme si j'installe le Windows, comme vous avez vu l'installation de l'OS, comme on avait vu la première fois. D'accord? Bon, ici ça marche pas. Je vais installer une nouvelle machine virtuelle pour vous montrer. Peut-être que avec la nouvelle génération, l'ancienne génération c'est plus sûr. Un petit moment, ordinateur virtuel. Je mets suivant. Serveur, on va le nommer serveur. Ok, suivant. Je laisse la génération 1. Je coche la mémoire. Suivant. Non connecté suivant. Serveur. Serveur A. Donc il faut que le nom du disque dur soit différent du nom du serveur. C'est pour ça que je change un petit peu le nom. Donc suivant. Attendez, précédent. Je mets ici la taille. Je dis 20 gigas. Allez, 20 gigas. Hein, pour prendre un petit peu de taille quand même. Et je mets suivant. Terminé. Là, j'ai créé une machine virtuelle, donc je l'ai nommé serveur, je mets paramètres, lecteur DVD, fichier image, parcourir, bureau,
bureau, et là je vais prendre l'image, oui, serveur 2012, ouvrir, appliquer, ok, et là je mets se connecter, et là je démarre, se connecter, démarre l'ordinateur, affichage, mode plein écran, ça boot, voilà, ça boot facilement. Voilà, donc vous voyez, donc ça boot, et vous allez voir que l'installation va s'effectuer comme si j'installe l'OS tout à fait normalement. D'accord? Donc c'est très très simple. Voilà. Une fois que ça boot, il va me dire choix de la langue, suivant, etc. Donc c'est très simple l'installation de l'OS. Une dernière chose avant de nous quitter, donc au niveau des paramètres, comme vous voyez, donc il y a ce qu'on appelle le guest ou service d'intégration. Les services d'intégration, tout simplement, ce sont des services, comme si c'est des pilotes, ce sont des services qui permettent de bien faire fonctionner notre machine virtuelle sur un OS déterminé. Par exemple, si j'ai un Windows 8 ou Windows 2012, tous les services fonctionnent correctement. Par contre, si j'ai Windows 7 ou précédente, parfois, j'ai pas dit toujours, parfois il se peut que quelques services ne fonctionnent pas, et de ce fait, il faut télécharger le service d'intégration du store Microsoft. Tout simplement, les services d'intégration, ça permet de bien faire démarrer notre système, de bien arrêter notre système sous la machine virtuelle, et il y a d'autres services à voir aussi. Voilà. Donc comme vous voyez, donc c'est très simple. La création d'une machine virtuelle, on avait vu comment on crée une machine virtuelle sous le gestionnaire du serveur et sous les commandes PowerShell, et comment on installe l'OS. L'OS pour installer, tout simplement, on fait un clic droit sur la machine virtuelle, paramètres, pour sélectionner l'ISO à installer ou sélectionner le lecteur DVD à installer, tout simplement, et on lance l'installation. C'est comme si l'installation est exactement pareille comme lors de l'installation classique qu'on avait vu. Exactement pareil. Donc on peut bien sûr après avoir le choix entre l'option graphique, l'option core, etc. Donc voilà, si vous avez aimé les vidéos, bien sûr, n'hésitez pas à donner vos commentaires et liker. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page Facebook Marouane le Geek et ma chaîne YouTube Marouane le Tech. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.